Quel secret cache l'épisode 2 de Night of the Seven Kingdoms? Comme chaque semaine, voici mon analyse détaillée ainsi qu'un décryptage des nombreuses références au monde de Westeros dans cet épisode 2. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. L'épisode 2 de Night of the Seven Kingdoms s'ouvre sur la narration par Duncan des différents faits d'armes de son ancien maître, Sir Harlan, auprès des diverses maisons nobles de Westeros. Visiblement, le chevalier errant a travaillé pour bon nombre d'entre elles, mais aucun de leurs chevaliers ou seigneurs ne se souvient de lui, et ils le disent à Duncan avec un certain dédain, n'est-ce pas Léo Tyrell? Le montage alterne d'ailleurs entre Duncan et les nobles à s'en droguer et des scènes de flashback qui montrent qui était réellement Sir Harlan, un homme pas très pudique, porté sur la bouteille, certes, mais aussi un homme qui donnait de l'argent à ceux qui en avaient plus besoin que lui, et pour un chevalier errant, ça veut dire beaucoup parce que comme vous le savez, les chevaliers errants sont généralement sans le sou. C'est aussi l'occasion de revenir sur l'éléphant dans la pièce, à savoir le tout premier plan de l'épisode qui nous montre Harlan dans son plus simple appareil, et quand je parle d'éléphant dans la pièce, je veux bien sûr parler de l'éléphantesque membre de ce bon vieux Harlan. Là encore, la série se permet une séquence d'humour très clairement potache et en dessous de la ceinture qui va faire parler d'elle. Est-ce que c'était bien nécessaire? Pas vraiment, mais ça reste plutôt insignifiant étant donné le nombre de séquences du genre qu'on aura pu compter aussi bien dans Game of Thrones que dans House of the Dragon. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de retrouver plus de flashbacks autour de Sir Harlan, avec notamment un plan où il entraîne Duncan au combat avec des armes émoussées. Le chevalier errant nous explique d'ailleurs que ses talents au commun étaient méconnus, mais il était solide comme un roc, c'était un adversaire tenace, il était infatigable, et là était sans doute sa plus grande qualité martiale. Il n'était pas forcément le plus talentueux, mais ce qui lui manquait en qualité martiale, il le compensait par sa ténacité. On imagine qu'il aura transmis cet état d'esprit à Duncan, comme on peut déjà le voir à vadrouiller dans Sandreguet à la recherche d'un garant. La thématique déjà évoquée dans l'épisode 1 autour de cette comparaison entre le chevalier errant et les chevaliers nobles se poursuit dans l'épisode 2. Huff va même jusqu'à demander à Duncan pourquoi il les traite comme s'ils étaient ses supérieurs, et pour Duncan, c'est parce que c'est bien le cas. Ces hommes possèdent tout, un nom, un titre, des terres, de l'argent, tout ce dont ils rêvent en somme, et c'est donc bien légitime pour lui de se trouver inférieur à eux. Un garçon d'écurie va même le renvoyer bouler en lui demandant de dégager de son chemin car il n'est pas Baelor Targaryen. À nouveau, on voit que Duncan est pris de haut aussi bien par les nobles que par le petit peuple. Mais il n'en abandonne pas son rêve pour autant, il estime que s'il devenait champion du tournoi, une grande maison pourrait l'embaucher, voire même la maison Targaryen elle-même, c'est en tout cas ce qu'il s'imagine, et Huff lui se montre plus terre à terre, la maison royale n'embaucherait jamais un chevalier errant, qu'il soit champion d'un tournoi ou non. En parlant des Targaryens, c'est justement dans cet épisode 2 que la famille royale débarque à Sandreguet avec plusieurs personnages dont je vous fais le portrait tout à l'heure dans la suite de la vidéo. On découvre en tout cas le prince héritier Baelor Targaryen, présenté en grande pompe par le héros avec sa ribambelle de titres, puis son frère, Maekar, qui est simplement annoncé par son propre prénom. Là, non seulement la séquence est relativement drôle, mais elle met bien en place la dynamique qui peut exister entre les deux frères. L'un, Baelor, est le prince héritier promis à un avenir radieux, car il est le premier dans la ligne de succession. L'autre, à peine digne d'être annoncé par son prénom, est le dernier de la fratrie et semble assez négligé par les autres, ce qui expliquerait la différence de comportement entre les deux frères. Baelor se montre mesuré, sage, respectueux de son hôte et même du chevalier errant qui vient demander son aide. Maekar, de son côté, est brusque, rapidement frustré et lève les yeux au ciel à la moindre contrariété. Les deux princes sont apparus que quelques minutes dans la série, mais ils sont déjà excellemment bien caractérisés à mon sens. Et que dire d'Aerion Targaryen? Le deuxième fils de Maekar n'a que quelques secondes d'écran, mais on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur lui par sa brève interaction avec Duncan, qu'il prend immédiatement de haut en le considérant d'abord comme un garçon d'écurie, puis comme un serviteur bon à aller lui chercher à boire et une jolie fille. Et quand Duncan lui apprend qu'il est en réalité chevalier, Aerion se montre d'une arrogance sans pareille, affirmant que la chevalerie est tombée bien bas. Ouais, on peut le dire, on sait déjà qu'on va tous le détester, c'est clair. D'ailleurs, les gardes royaux sont même plutôt conscients de qui est vraiment Aerion, puisqu'ils se moquent de son tempérament. Bien sûr, Duncan, toujours aussi lent, pense qu'ils sont en train de parler de son cheval. Duncan rencontre ici Donel de Sombreval, qu'il pense être devenu garde royal à partir de rien, ce qui lui donne évidemment espoir d'en faire de même lui aussi, de passer un jour de chevalier errant à un chevalier de haut rang, voire même de devenir garde royal. Huff douche complètement ses espoirs ensuite lorsqu'il lui annonce que Donel est en réalité le fils d'un marchand immensément riche de Sombreval. L'histoire que Duncan s'imaginait n'est peut-être plus autant à sa portée que ça.
Chaque semaine, je propose un décryptage des épisodes de Night of the Seven Kingdoms, alors abonne-toi avec la cloche pour ne pas rater ça. Lorsqu'il explore le château de Sandregué pour rappeler Baelor Targaryen à l'aide dans sa recherche de Garant, Duncan surprend une conversation entre le seigneur et les princes. Il apprend que 2 des fils du prince Maekar ont disparu. On voit donc un Maekar fort désagréable avec son hôte et son frère. Il est frustré et inquiet d'avoir perdu son fils aîné, Daeron, et son plus jeune fils, Aegon. De son côté, Baelor est complètement mesuré. Il a déjà envoyé un garde royal les chercher et tente de calmer son frère, expliquant que Daeron n'est pas fait pour le combat, tout comme leurs 2 autres frères d'ailleurs. Mais Maekar se montre inflexible. Son fils aîné doit changer, sinon il le tuera lui-même. Comme je vous le disais, on voit bien là toute la différence entre les 2 frères, l'un ombrageux et l'autre plus sage. Maekar se rend vite compte que Duncan est en train d'écouter aux portes. Le chevalier errant explique alors la situation dans laquelle il se trouve. Il a été adoubé par Sir Arlan, mais personne n'en a été témoin, et il a donc besoin d'un garant pour participer au tournoi. À ça, le seigneur Sandregué répond qu'une épée et un bouclier ne font pas un chevalier. En gros, il l'accuse d'avoir simplement volé les armes de Sir Arlan après sa mort. Je sais pas si vous le voyez comme moi, mais j'ai l'impression que le seigneur Sandregué, ici, il cherche complètement l'assentiment de Maekar en se moquant de Duncan de la sorte, mais Maekar, lui, il s'en fiche royalement. En tout cas, Baelor se souvient bien de Sir Arlan car il a jouté contre lui il y a plusieurs années. Il se souvient même de ses précédents faits d'armes. Notez également que Duncan ne sait décidément pas comment se comporter face à la royauté car il corrige Baelor sur le nombre de lances qu'il a brisées lors de sa joute face à Arlan. Il doit ensuite se confondre en excuses en espérant ne pas être châtié pour son impolitesse. C'est là qu'il cite les critiques que lui adressait Arlan. Dunk est sot comme un rempart et lent comme un bœuf. Tout ceci est évidemment tiré directement de la nouvelle de George R. R. Martin. Avant de partir, Duncan complimente Baelor sur son esprit chevaleresque et explique qu'Arlan considérait que le royaume serait entre de bonnes mains lorsqu'il serait roi, et là on voit Maekar qui lève les yeux au ciel. Quand je vous dis qu'il est frustré et qu'il se comporte en petit frère jaloux, c'est vrai, non ? En tout cas, Duncan a obtenu son garant en la personne de la main du roi, il va pouvoir s'inscrire. Mais d'abord, il doit trouver ses propres armoiries car il n'est pas héritier d'Arlan, il lui faut donc ses propres armes sur son écu. Lorsqu'il quitte la salle, on voit Duncan hésiter sur le chemin à suivre, il ne se souvient pas par où il est entré. Encore une fois, un peu d'humour, cette fois de situation, dans Night of the Seven Kingdoms, qui manie décidément l'humour avec une certaine variété, assez rafraîchissante à mon goût. En tout cas, Duncan sait à qui il doit demander de repeindre son bouclier, Tancel, la marionnettiste, qui peint les marionnettes de ses spectacles. Mais lorsque l'artiste le questionne sur ses envies, il ne sait pas du tout quoi répondre, visiblement il n'avait pas réfléchi aussi loin. La séquence nous montre d'ailleurs Huff assez mal à l'aise face au manque de réflexion de son chevalier, c'est finalement lui qui donne l'idée de l'orme comme emblème principal pour les armes de Duncan, qui pense ensuite à l'étoile filante et au coucher de soleil, en hommage à son ancien maître qui les adorait. La séquence donne l'occasion à Duncan de montrer toute son inexpérience avec les femmes. Lorsque Tancel lui explique qu'on la surnomme la dégingandée, il répond qu'elle n'est pas trop grande mais qu'elle est parfaite pour... Mais il est incapable de finir sa phrase car il se rend bien compte que ce ne sont pas des choses qui se disent. Alors que voulait-il dire ? Qu'elle a la taille parfaite pour qu'il l'embrasse ? C'est possible, quelque chose comme ça en tout cas. Une fois cette rencontre passée, Duncan tente de débriefer avec son écuyer qui ne sait pas trop comment lui dire qu'il s'y est mal pris. Là on voit bien la dynamique très fraternelle qui se met en place entre les 2 personnages. Le grand frère qui a tenté un coup de drague et le petit frère qui se doute bien qu'il a complètement foiré mais qui n'ose pas le lui dire frontalement. J'en profite pour mentionner qu'on voit à nouveau un spectacle de marionnettes dans cet épisode 2. Cette fois il n'y a pas de dragon sous le chapiteau, mais un chevalier et une dame incarnés par Tancel. Là c'est très clairement la légende de Florian le Fou et de Jonquil qui est présentée au public, comme je vous en parlais la semaine dernière. On peut d'ailleurs se demander si le parallèle entre le spectacle de l'épisode 1 et le parcours de Duncan se poursuit aussi dans l'épisode 2, dans le sens où ici le chevalier se présente à sa belle et qu'il lui explique que tout homme est fou mais aussi chevalier face aux femmes, et quelque part c'est un peu le cas de Duncan face à Tancel. Il passe pour un sot ou pour un fou lorsqu'il lui demande de travailler pour lui sans savoir quelle mission exacte elle doit remplir, et il se veut également chevalier. Si vous voulez un petit décryptage de la légende de Florian et de Jonquil, je vous renvoie à mon décryptage de l'épisode 1 sorti la semaine dernière. Cet épisode 2 nous permet aussi de retrouver très brièvement Lyonel Baratheon, le temps d'une partie de tir à la corde qu'il transforme métaphoriquement en bataille rangée. « Entendras-tu mon appel au combat ?» demande-t-il à Duncan. Notez d'ailleurs qu'il s'adresse à lui en disant « chevalier errant » et pas en l'appelant par son prénom. Il n'est pas improbable d'ailleurs que Lyonel ne se souvienne pas du tout de son nom après la grande beuverie de la veille. Lyonel, en bon noble qu'il est, quitte ensuite les rangs des tireurs pour aller étancher sa soif, laissant ses soldats se battre pour lui à sa place. Il ne reviendra qu'une fois que la bataille est quasiment remportée, un comportement typique d'un noble quelque part. Duncan prépare son entrée dans les lices et tente d'acheter une armure pour la joute. C'est là qu'il rencontre Crâne d'Acier, un forgeron itinérant qui est à Sandregué pour donner aux chevaliers ce dont ils ont besoin lors du tournoi.
Il lui demande donc un certain nombre de pièces d'armure pour se protéger correctement des mauvais coups qu'il pourra recevoir lors du tournoi. Mais tout ça ne sera pas gratuit, Duncan a besoin de 600 serres d'argent pour payer son équipement auprès du forgeron, il décide donc de vendre pied de biche, son palefroid, pour couvrir cette dépense. Et on peut le voir, Duncan ne fait pas ça de gaieté de cœur, loin de là, il apprécie beaucoup ses chevaux, à tel point qu'il leur parle, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais il compte d'ailleurs bien la racheter s'il l'emporte. Notez que Duncan donne une pièce au garçon d'écurie pour qu'il donne de l'avoine et une pomme à sa jument, il a à peine récupéré de l'argent qu'il en rend déjà à l'écurie pour que son cheval se sente bien. Et là je crois que c'est le moment où je dois vous parler du faux raccord que j'ai trouvé dans cet épisode 2, je sais pas si vous avez remarqué comme moi que durant toute cette séquence de nuit, Duncan porte un bouclier dans le dos alors qu'il est censé avoir laissé le sien à Tencel. Il me semble qu'il s'agit bien d'un faux raccord, dans le sens où Duncan ne devrait pas avoir de bouclier ici. À mon avis, c'est une erreur dans la structure du montage en jour-nuit. Il est probable que dans le script, Duncan aurait dû donner son bouclier à Tencel le lendemain et non la veille, mais bon, ça arrive. Je pense d'ailleurs que la production s'en est rendu compte, parce que le bouclier n'a pas les armoiries de Sir Harlan, alors qu'il s'agit clairement du même bouclier. Je serais pas surpris qu'ils aient effacé les armoiries numériquement, pour faire comme si c'était un deuxième bouclier de Duncan, mais moi je suis pas dupe HBO, vous m'aurez pas. Quoi qu'il en soit, une joute est organisée de nuit à Sandregué et Duncan et l'œuf en profitent tout comme le public, mais aussi les princes targaryens réunis dans les tribunes. Avant le lancement des joutes, le silence se fait et un membre du public fait honte au seigneur Sandregué en hurlant qu'il aurait des penchants pour ses moutons, mais la fête commence bien vite et on peut le dire, c'est un vrai carnage qui nous montre les risques que court Duncan en tant que concurrent au tournoi. Ici, on peut tomber de cheval, être écrasé par son cheval, la lance peut pénétrer dans les chairs malgré les protections, bref c'est super dangereux et Duncan s'en rend compte, sans doute pour la première fois après toute cette euphorie. La réalité le rattrape et il commence à hyperventiler dans le public de Sandregué. Et il y en a un autre qui semble s'inquiéter, c'est Huff qui regarde avec intérêt ce que font les autres écuyers. Le jeune homme a l'air de se rendre compte que le métier d'écuyer est crucial pour la survie de son chevalier, notez qu'il regarde ses mains avant de demander à être posé par terre. Huff est sans doute en train de prendre conscience qu'il n'est pas tout à fait taillé pour le job, et que s'il n'est pas au point le jour où Duncan entre en lice, il pourrait complètement être responsable de sa mort. En tout cas, s'il y a bien une thématique qui ressort de cet épisode 2, c'est celle du doute. Quand Huff se rend compte qu'aucun noble ne veut se porter garant de Duncan car aucun ne connaît Sir Harlan, il commence à se demander si le chevalier errant n'était pas simplement un bon à rien. Sinon, des gens se souviendraient de lui, n'est-ce pas? Et même si Baelor donne à Duncan le bénéfice du doute, au final, ce doute semble clairement le rattraper au bout du compte. Il répète 2 fois dans l'épisode que Sir Harlan a vécu près de 60 ans, sans jamais être champion d'un tournoi. Est-ce que ça fait pour autant de lui un incapable? Non, pas vraiment, mais on voit bien que les germes du doute s'installent en Duncan. Il commence même à questionner la qualité de chevalier d'Harlan quand il se demande si un grand chevalier, ça vit sans un toit au-dessus de sa tête et ça meurt dans la boue au bord d'un chemin. Là, c'est le mode de vie de chevalier errant dans son entier que Duncan remet en cause dans son inquiétude de ne pas être lui-même à la hauteur. Et les doutes que Duncan commence à ressentir autour de son mentor décédé se transforment en doutes de lui-même. Ai-je une chance d'y arriver? Vraiment, se demande-t-il? Pour autant, Duncan termine l'épisode avec une certaine détermination. Il n'était pas le fils d'Harlan, mais Harlan l'a élevé comme tel. Il est donc son héritier, et il faut désormais tester l'homme qu'Harlan a fait de lui. Et quel meilleur test que celui d'un tournoi de chevalerie? Voilà qui donne carrément envie d'être la semaine prochaine pour l'épisode 3, vous trouvez pas? Vous le savez, je dépends de mes soutiens pour rémunérer mes activités sur YouTube, alors si vous voulez donner un coup de main, pensez à rejoindre la chaîne YouTube, ou bien soutenez sur ma page Ko-fi ou Ulule. En contrepartie, vous obtenez mes vidéos en avant-première, ainsi que des vidéos en exclusivité. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Qui dit nouvel épisode, dit nouveau décryptage des références, et cette semaine j'ai encore noté plein de choses hyper intéressantes. Lorsque Duncan cherche à trouver un garant auprès des différents chevaliers présents à Sandregué, il énumère les faits d'armes d'Harlan de l'Arbresous, son mentor, mais aussi tout un tas de maisons de Westeros qu'il a servi par le passé. Duncan commence par évoquer la maison Florent, qu'Harlan a servi juste après avoir combattu aux côtés de la maison Dondarrion dans les marches de Dorne en 206 après conquête. La maison Florent est une maison du Bief, son blason est constitué d'une tête de renard entourée de fleurs sur champ d'hermine. Elle est basée à Rubrian, à l'ouest de la région du Bief. Pour la petite anecdote, les Florents sont des vassaux assez jaloux de leur suzerain, les Tyrell de Haut-Jardin, car selon eux, la maison Florent serait descendante de Floris la Renarde, fils de Garth Mainverte, un héros de légende. En ça, il serait plus proche de la maison Jardinier, les anciens rois du Bief dont la maison a été éradiquée durant la conquête d'Aegon. Comme ils se rêvent eux-mêmes suzerains du Bief à la place des Tyrell, les Florents sont plutôt indisciplinés quand il s'agit d'obéir à leur gouverneur. J'en profite pour évoquer la maison Tyrell, puisque Duncan y fait également appel. On reconnaît la rose emblème de la maison Tyrell. Ici, on a affaire à Léo Tyrell, seigneur de Haut-Jardin et donc suzerain du Bief. La maison Tyrell est très riche et très puissante, et Léo Tyrell en est un membre historiquement reconnu. Huff l'appelle d'ailleurs par son surnom, Léo l'Épine, qui fait référence à la rose Tyrell, bien entendu.
À l'époque de Knight of the Seven Kingdoms, Leo Tyrell est reconnu comme un excellent chevalier car il a remporté plusieurs tournois, à tel point que même un siècle après sa mort, il est considéré comme le meilleur joueur de son époque. Il était aussi un combattant exceptionnel car il a servi le roi d'Aeron II durant la première rébellion Feu Noir et a porté plusieurs victoires à son roi dans le Bief. Il se trouve qu'Arlan de l'Arbresous et Dunk ont servi quelque temps les Tyrell lors de leur passage à Haut-Jardin. Il ne vous aura sans doute pas échappé que dans cet épisode 2 de Knight of the Seven Kingdoms, on voit Arlan à cheval chanter une chanson. Il s'agit encore là d'une référence assez spécifique. Dans sa chanson, il dit « En route pour Sandregué » ou « Une demoiselle je séduirai ». La chanson est directement tirée de la nouvelle de George R. R. Martin, qui nous explique qu'Arlan a modifié les paroles d'une chanson nommée La Pucelle de Goéville. Au lieu de mentionner Goéville ici, il parle de Sandregué. J'en profite pour vous expliquer que Goéville est une grande ville de Westeros, qu'on peut trouver au sud du Val d'Arryn. Pour l'anecdote, c'est même la 4e plus grosse ville des 7 couronnes, après Port-Réal, Ville-Vieille et Port-Lanis. Duncan espère obtenir le soutien de la maison Fangué et rappelle que Sir Arlan a servi cette maison durant la bataille du Champ d'Herbe Rouge. Il y a même perdu son neveu et écuyer, Roger de l'Arbresous, qui n'est autre que le fils de la sœur d'Arlan. Le chevalier errant rencontre le jeune Dunk juste après cette bataille lorsqu'il se trouve à Cupucier. La maison Fangué, quant à elle, est basée à Fangué, une ville des terres de la couronne, tellement proche de Port-Réal qu'il faut moins d'une journée de cheval pour rallier les deux villes. Leur blason est un pâle ondé sur champ doré frété de vert. L'épisode 2 de Knight of the Seven Kingdoms fait deux références très claires à la rébellion Feu Noir. D'abord, lorsque Duncan fait appel à la maison Fangué pour trouver un garant, il parle de la bataille du Champ d'Herbe Rouge. C'est une bataille qui a eu lieu en 196 après conquête, lors de la première rébellion Feu Noir, qui oppose les loyalistes menés par le roi d'Aeron II au prétendant Daemon Feu Noir. La bataille a lieu au sud de Port-Réal, sur la route royale, alors que Daemon Feu Noir marche sur la capitale pour saisir le trône. Parmi les commandants loyalistes, les princes Baelor et Maekar mènent une armée de Dorniens et des Terres de l'Orage, mais aussi le seigneur Fangué, alors main du roi, et le seigneur Arryn, ainsi qu'un certain Brynden Rivers, alias Freux Sanglant. La bataille est remportée par les royalistes et met fin à la rébellion avec la mort du prétendant et de ses deux fils aînés. Je compte vous faire une vidéo lore sur la première rébellion Feu Noir, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne pas la rater. La deuxième référence à cette rébellion a lieu à la fin de l'épisode, lorsque, tout excité par les joutes de la soirée, Huff joue les chevaliers et s'adresse à des adversaires imaginaires. Il leur dit « Rendez-vous, bâtard de Feu Noir ». Il évoque ici la maison Feu Noir, fondée par Daemon Feu Noir, bâtard d'Aegon IV. Le roi l'avait légitimé avant sa mort, et lui avait même donné l'épée en acier valyrien Feu Noir, qui donne donc son nom à cette lignée de prétendants. Cette épée n'est autre que l'épée d'Aegon le Conquérant. Vous connaissez d'ailleurs cette épée puisqu'elle est brandie par Aegon II lors de son couronnement à la fin de House of Dragon saison 1. La maison Feu Noir prétend au trône de fer et adopte l'emblème du dragon à 3 têtes, typique des Targaryens, mais le blason a les couleurs inversées, le dragon est noir sur fond rouge. Dans cet épisode 2, on rencontre pour la première fois le prince Baelor Targaryen. C'est l'occasion pour moi de vous faire un portrait un peu plus en détail de qui il est. Tout d'abord, notez qu'il porte à la poitrine l'insigne de main du roi qui lui donne l'autorité royale en l'absence du monarque, son père d'Aeron II. Il a d'ailleurs obtenu ce titre après sa victoire éclatante sur le Champ d'Herbe Rouge contre les rebelles Feu Noir en 196 après conquête. Baelor Targaryen est le fils aîné du roi et est donc premier dans l'ordre de succession. Comme le veut la coutume, le roi lui a donné le titre de prince de Père Dragon, traditionnellement porté par les héritiers du trône. Notez que Baelor n'a pas les cheveux argentés habituels des Targaryens, mais les cheveux noirs qu'il tient de sa mère, Miriam Martell. Il est le premier d'une fratrie de 4 frères que j'évoquerai tout à l'heure. Dans la nouvelle, Baelor a 39 ans au moment du tournoi de Sandregué, il est considéré comme particulièrement chevaleresque et sage, il a même le surnom de Brise-Lance car il est très bon jouteur, comme il a pu le montrer à l'âge de 17 ans en 187, après conquête, lors d'un tournoi où il a vaincu Daemon Feu Noir, le demi-frère bâtard de son père d'Aeron II. En tant que main du roi, Baelor est même connu pour sa clémence envers des ennemis honorables. Aux côtés de Baelor, on découvre également son troisième et plus jeune frère, le prince Maekar Targaryen. Il est le 4e et le plus jeune fils de Daeron II, qui a fait de lui l'actuel prince de l'Estival, château situé dans les terres de l'Orage, non loin des Montagnes Rouges. C'est de l'Estival qu'il est parti avec ses fils pour rejoindre Sandregué, comme on l'apprend dans l'épisode. Contrairement à la sagesse de son frère aîné, Maekar est connu pour son tempérament ombrageux et impatient. Comme son frère aîné, il est cependant connu pour sa valeur au combat et pour son esprit stratège.
C'est en véritable tandem que Baelor et Maekar ont mis fin à la rébellion Feu Noir sur le champ d'herbe rouge. Maekar a les cheveux typiquement platines des Targaryens et la barbe taillée qui ne cache cependant pas les traces de vérole qui marquent ses joues. Dans la nouvelle comme dans la série, Maekar est particulièrement inquiet des agissements de ses fils. Daeron, son héritier, semble être une cause sans espoir, et il place donc ses espoirs sur les épaules de son deuxième fils, Aerion Targaryen. Et justement, Aerion Targaryen, deuxième fils de Maekar Targaryen, est un jeune homme très persuadé de sa propre importance. Dans le récit de George R. R. Martin, on comprend qu'il se fait lui-même appeler Aerion le Flamboyant, car il est persuadé d'être un dragon sous forme humaine. Il force d'ailleurs le trait en adoptant un style flamboyant. En tournoi, il porte un casque avec des flammes rouges, tout comme l'armure de son cheval. Ça, pour le coup, il semblerait que la série ait choisi d'être un peu plus sobre dans son adaptation. À noter qu'Aerion a adopté ses propres armoiries. Sur fond noir, un dragon rouge à 3 têtes, l'une orange, l'autre jaune et la dernière rouge. Ça aussi, je ne suis pas certain que la série l'ait adapté de façon super fidèle, on verra bien. Quoi qu'il en soit, Aerion est connu pour son tempérament arrogant qu'on voit déjà transpirer dans sa première rencontre avec Duncan. Après avoir passé sa journée à chercher chevalier qui se souviendrait de son maître, Duncan tente sa chance auprès de Baelor Targaryen, qui est le seul à se souvenir d'Arlan de l'Arbre-Sous. Il nous liste d'ailleurs ses faits d'armes. S'il n'a jamais remporté de tournoi, Arlan a tout de même eu de belles victoires à son actif. En 193 après conquête, il bat le seigneur Castelfoyer pendant la mêlée du tournoi de Port-Réal, et avant ça, il avait aussi battu Daemon Lannister, dit le Lion Gris, lors d'une joute à Port-Lanis. Arlan a même jouté contre Baelor Targaryen lui-même. Dans les sources écrites de George R. R. Martin, le tournoi d'Accalmie auquel on fait référence dans l'épisode 2 a lieu en 200 après conquête, soit 9 ans avant les événements de la nouvelle Le Chevalier Errant et la première saison de Night of the Seven Kingdoms. C'est grâce à cette joute que le prince se souvient d'Arlan, car à l'époque ils avaient brisé chacun 4 lances, fait suffisamment exceptionnel pour que ce soit gravé dans la mémoire de Baelor. A noter d'ailleurs qu'après sa défaite, Arlan avait complètement arrêté de participer à des tournois. Auprès de Duncan, il expliquait que c'était parce qu'il ne pourrait jamais vivre meilleure joute que celle-ci. Dans la nouvelle cependant, Dunk pense que c'est plutôt lié à son âge avancé. Lors de leur voyage à Sandregué, les princes de la maison Targaryen sont accompagnés par 3 gardes royaux qui doivent maintenir leur sécurité. Comme vous le savez, les gardes royaux ont prêté serment de protéger leur roi, mais aussi la famille royale. Il y a 7 gardes royaux au total à tout moment. On peut donc imaginer que les 4 autres sont restés auprès du roi d'Aeron II, à Port-Réal. Quoi qu'il en soit, je vous présente tout d'abord Sir Roland Craighall. C'est un chevalier de la maison Craighall, une maison vassale des Lannister, basée à Craighall, dans les terres de l'orage. Pour la petite anecdote, les Craighall sont originaires des Premiers Hommes et ont même très brièvement gouverné sur les îles de Fer. Il y a ensuite Donnel de Sombreval, un chevalier originaire de Sombreval, comme son nom l'indique. Il n'est cependant pas un noble membre de la famille Sombrelin qui règne sur la ville portuaire. Dans la nouvelle, Duncan considère Donnel et ses frères de la garde royale comme les chevaliers les plus puissants de tout le royaume, excepté Baelor Targaryen. Dans la série, Huff explique que Donnel appartient à une riche famille de pêcheurs de crabes, mais j'avoue ne pas en avoir trouvé de traces dans mes sources. Il y a un dernier garde royal présent à Sandregué avec la famille royale, mais celui-ci n'est ni présenté à l'écran, ni nommé. On l'aperçoit rapidement à l'arrière-plan, il s'agit de Willem Wild, un chevalier nommé garde royal par le roi d'Aeron II. Pour la petite histoire, la maison Wild est basée à Castelpluy, dans les terres de l'orage. Sur ses armoiries, on peut voir un maelstrom bleu-vert sur champ jaune. Vous le savez, les Targaryens ont une généalogie particulièrement compliquée et cet épisode 2 évoque beaucoup de prénoms de Targaryens. Je vous propose donc ici de clarifier qui est qui, histoire que tout soit bien clair. Dans l'épisode 2, on rencontre Baelor et Maekar Targaryen. Tous les deux sont frères et sont les fils de Daeron II Targaryen, roi actuel de Westeros. Baelor mentionne 2 autres prénoms, Aerys et Rhaegal, il s'agit de leurs 2 autres frères. Il mentionne d'ailleurs le fait qu'Aerys et Rhaegal n'ont pas leur place dans les listes d'un tournoi, tout comme Daeron, le fils de Maekar. Mais pourquoi ? Alors pour Daeron, vous l'aurez compris, c'est parce qu'il boit et court la gueuse. Quant à Aerys, c'est parce qu'il se passionne surtout pour les livres. Et enfin, concernant Rhaegal, il est plutôt connu pour être simple d'esprit, d'où son incapacité à se battre. Sachez en tout cas que Baelor est le fils aîné de la fratrie, tandis que Maekar, lui, est le 4e et dernier fils du roi. Voilà donc pour les fils du roi. Qu'en est-il de leurs propres fils à eux ? En ce qui concerne Baelor, il a 2 fils, Valar Targaryen, qui accompagne son père à Sandregué, et qu'on voit dans l'épisode 2, et Mataris, qui n'est pas mentionné ici dans l'épisode. Quant à Maekar, il a 4 fils, Daeron, Aerion, Aemon et Aegon. 2 de ses fils ont disparu en venant à Sandregué, Daeron et Aegon. Daeron est son fils aîné et héritier, Aegon est son 4e et dernier fils. Aerion, lui, qu'on voit dans l'épisode 2, est le 2e fils de Maekar, et son 3e fils, Aemon, n'a même pas été mentionné.
Dans l'épisode 2 de Knight of the Seven Kingdoms, Duncan est à la recherche d'une armure pour se protéger lors du tournoi. Il demande à Crâne d'Acier 3 pièces spécifiques, un gorgerin, des grèves et un aume. Le gorgerin, c'est une pièce en acier qui se place autour du cou du combattant pour, comme son nom l'indique, protéger sa gorge. Les grèves sont des pièces qui viennent protéger le bas des jambes entre le genou et la cheville. Enfin, le aume est le casque de cavalerie emblématique porté par les chevaliers pour protéger leur tête au combat. Vous noterez d'ailleurs que Crâne d'Acier précise à Duncan qu'il compte lui proposer des pièces sans fioriture. Il explique que ces aumes ressemblent à des aumes sans cochon ailé ni fruits exotiques. C'est une référence au fait que les chevaliers issus de maisons nobles et fortunées font souvent preuve d'extravagance dans leur équipement. Les chevaliers errants ou les chevaliers moins argentés, eux, se contentent d'armures simples mais tout aussi efficaces, si ce n'est plus. Le début des joutes à Sandregué est l'occasion pour les chevaliers de montrer leurs capacités martiales mais aussi leurs armoiries. Je fais le point sur les différents combattants qu'on a vus cette semaine. Il y a d'abord ce chevalier que vous avez vu manger un poisson cru devant la foule. Les amateurs de Game of Thrones et House of Dragon auront certainement reconnu le blason à la truite d'argent sur champ bleu et rouge de la maison Tully. Si l'on en croit la liste des différents chevaliers présents à Sandregué dans la nouvelle, il ne peut s'agir que de Medgar Tully, le seigneur de Vivzeg à cette époque-là dans Westeros. Pour rappel, les Tully sont les suzerains du Conflent, région qui sépare le nord de tout le reste du continent. Certains Tully connus des séries sont Catelyn Stark, née Tully avant de se marier à Ned Stark, mais aussi son plus jeune frère, Edmure Tully, et on a aussi pu voir Oscar Tully dans House of Dragon saison 2. Parmi les autres chevaliers présents, vous reconnaîtrez le Lion d'Or sur champ rouge des Lannister. Il s'agit ici de Daemon Lannister, actuel seigneur de Castral Rock et seigneur des Terres de l'Ouest. Notez que Daemon Lannister a un surnom, celui de Lion Gris. C'est ce Daemon Lannister-là qu'Arlan de l'Arbre-Sous a désarçonné lors d'une joute à Lannisport, alors qu'il n'était pas encore seigneur de sa maison. Vous avez évidemment reconnu Lionel Baratheon, cette fois en équipement de combat, difficile de ne pas remarquer le cerf noir sur champ jaune, mais aussi les bois de cerf typiques de sa maison sur son aume. On voit également un membre de la famille Hightower, il s'agit ici d'Abelard Hightower, seul membre de sa famille à être présent à Sandregué durant la nouvelle Le Chevalier Errant. Selon l'adaptation en comics de cette même nouvelle, il était d'ailleurs héritier de Villevieille à ce moment-là. On note aussi la présence non loin de là de Humphrey Harding, avec ses armoiries blanches losangées d'orange. Enfin, lors de ces joutes apparaît le fils aîné de Baelor Targaryen, j'ai nommé Valar Targaryen. En tant que fils aîné de l'héritier du trône de fer, Valar est deuxième dans l'ordre de succession en cas de mort de Daeron II, actuel roi de Westeros. Il est le fils de Baelor Targaryen et de Jaina Dondarrion, et un petit frère du nom de Mataris. Dans les écrits de George R. R. Martin, Valar a la chevelure brune de son père, mais aussi une mèche de cheveux argentés, typique des Targaryens. J'ai noté quelques différences mineures dans l'épisode 2 par rapport à la nouvelle. La première est que la fille du seigneur Sandregué porte le prénom de Gwen dans la série, c'est une nouveauté, car il ne me semble pas que la nouvelle lui donne un nom. Je crois qu'on ne parle d'elle qu'en disant que c'est la demoiselle de Sandregué ou la jante demoiselle. De même, je ne crois pas que la demoiselle s'amuse à menacer Duncan en le traitant de grand et de stupide. La scène entre les gardes royaux et Sir Duncan existe bel et bien dans la nouvelle, mais le fait que Roland Crickhall demande à Dunk où se rendre pour se soulager en paix est un ajout. De même que la discussion autour des origines sociales de Donnel de Sombreval, qui donne tant d'espoir à Duncan avant qu'Uff le déçoive à nouveau. Sinon, globalement, cet épisode 2 est à nouveau très fidèle, avec à nouveau beaucoup de dialogues tirés directement de la nouvelle de George R. R. Martin, que ce soit la rencontre avec Aerion, Baelor et Maekar Targaryen, mais aussi le flirt raté de Duncan face à Tancel, et même jusqu'à la reprise de la chanson de la pucelle de Goeville. Je suis assez persuadé que l'épisode va à nouveau provoquer une petite panique morale au sujet de son ouverture avec l'éminent membre de Sir Arlan, mais outre cet humour à nouveau potache, une fois de temps en temps, très franchement, la série adopte une fidélité méticuleuse à l'œuvre originale. Vous voulez discuter de Game of Thrones et de son univers avec des fans? Mon serveur Discord est fait pour ça. On y discute des séries, des livres et de plein d'autres choses, alors rejoignez-nous. Maintenant, on va évoquer des spoilers avec les lecteurs de la nouvelle, donc si vous n'avez pas lu Le Chevalier Errant, on se quitte ici pour aujourd'hui, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire avant de partir. Vous noterez le petit clin d'œil de la série aux lecteurs de la nouvelle lorsque Duncan annonce à Uff son intention de se faire remarquer, car il espère qu'une grande maison de Westeros pourrait l'embaucher en tant que chevalier de maison, et pourquoi pas la maison Targaryen. Évidemment, il ne croit pas si bien dire, puisque Duncan est promis à un navire très lié à la Maison du Dragon, comme les lecteurs le savent bien. Tant que je parle des Targaryens, c'est le moment d'évoquer la mention des fils perdus de Maekar Targaryen, le dernier fils du roi Daeron II. Là, à mon avis, certains non-lecteurs doivent commencer à relier les points entre eux. Alors la série mentionne pas spécifiquement les penchants pour l'alcool de Daeron, le fils aîné de Maekar, mais bon, je pense que certains ont dû capter que l'ivrogne vu dans l'épisode 1 n'est autre que Daeron. Est-ce qu'ils vont pour autant avoir compris qu'on a déjà vu Aegon également?
D'ailleurs, je vous encourage à nouveau à ne pas divulguer de spoilers pour nos amis non lecteurs. J'en ai vu certains qui avaient déjà été spoilés sur les réseaux sociaux dans leur navigation la semaine dernière, et j'imagine pas comment je me serais senti si on m'avait spoilé ma lecture de la nouvelle, mais à mon avis, la révélation ne devrait plus trop tarder maintenant. En tout cas, la série continue à enchaîner les indices concernant la véritable identité de l'œuf, comme si de rien n'était. Vous avez sans doute vu comme moi que dès le moment où les princes Targaryens arrivent à s'endroguer, œuf propose immédiatement à Duncan de retourner au campement, très probablement pour éviter les regards inquisiteurs des serviteurs de la maison Targaryen. Il y a encore quelques répliques qui doivent mettre la puce à l'oreille concernant œuf. Quand le jeune écuyer demande à Duncan pourquoi il traite les chevaliers et les seigneurs comme ses supérieurs, il montre bien qu'il se sent leur égal, voire même leur supérieur. Chose qui n'est évidemment pas dans le référentiel de Duncan, qui lui explique qu'il est trop effronté pour son propre bien. Il y a aussi le fait qu'il sache parfaitement d'où vient Sir Donnel de Sombreval et que sa famille est composée de riches marchands. Alors évidemment, Duncan ne se rend compte de rien quand Aegon lui explique qu'il aime juste la pêche, mais soyons honnêtes, quel gamin des rues aurait ce genre d'informations? Même chose quand œuf joue à la bagarre avec un ennemi imaginaire qu'il nomme Bâtard Feu Noir, là encore, son appartenance au côté loyaliste trahit sa véritable identité. Alors oui, il n'est pas tout à fait impossible qu'un gamin des rues puisse se rêver en guerrier qui combattrait les rebelles Feu Noir, mais tout ça fait en tout cas un faisceau d'indices bien solide quoi qu'il en soit. Reste à savoir si les spectateurs non lecteurs vont avoir capté qu'en anglais, Aegon et Egg ont une prononciation très similaire ou non. D'ailleurs, je pense que ceux qui regardent en VO ont un avantage sur ceux qui regardent en VF, pour qui le surnom œuf n'amène pas spécialement sur la piste d'Aegon, bien loin de là. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je pense que sa vraie identité devrait être révélée d'ici la mi-saison, ou au début de l'épisode 4, grand maximum. Voilà pour mon décryptage complet de l'épisode 2 de Night of the Seven Kingdoms. Est-ce que j'ai raté des trucs? Donnez vos analyses dans les commentaires et indiquez si elles contiennent des spoilers. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour des théories sur le trailer de l'épisode 3, et je vous laisse avec cette vidéo pour rester dans le thème de Night of the Seven Kingdoms.